Bonjour, alors nous n'allons pas tout savoir parce que je suis incapable de tout vous dire et en plus j'ai remplacé au pied levé une oratrice qui était initialement prévue, donc je vais faire de mon mieux. En préambule, pendant quelques minutes, je vais vous signaler des pistes sur le citoyen numérique et ces pistes, c'est celles que je ne vais pas développer, sauf question de votre part après. Alors, le citoyen numérique, ça a d'abord été un consommateur numérique. C'est le premier contact, quelquefois inconscient, que les gens ont eu. Ça a été, je vais prendre qu'un exemple, celui des cartes de fidélité, où dans n'importe quel magasin, on vous demandait votre nom, votre prénom, mais aussi votre date de naissance, par exemple. Mais qu'est-ce qu'ils en avaient à faire le jour où vous venez acheter un robot Moulinex, quoi. Et tout ça, à l'insu des gens, était recentralisé. D'ailleurs, il y avait une grande firme à Bordeaux qui faisait ça. Toutes vos données passaient dans la moulinette numérique et on avait une vision de la société, une vision de votre famille, votre nombre d'enfants, et tout était monnayé. Un prénom, ça valait 0,1 centime, le nombre d'enfants à la maison, ça valait 3 centimes, etc. Et ces firmes qui cumulaient et ratissaient toutes vos données, les mettaient en ordre, les revendaient à des gens qui étaient très intéressés par qui vous êtes et surtout ce que vous êtes susceptible de consommer. Pour vous donner un petit exemple, le marché des données personnelles au biais des cartes de fidélité a atteint dans l'Union européenne 1000 milliards d'euros en 2020. C'est pas de la rigolade, quoi. C'est quelque chose de très important. Ensuite, bien sûr, on a traité vos commandes en ligne. Et puis ensuite, en tant que consommateur, vous avez été soumis à vos relevés en ligne de vos banques, auxquels il faut rappeler tous les 3 mois que non, vous auriez préféré en papier, mais hop, ça revient toujours en numérique. Et vous ne vous êtes peut-être pas aperçu que vous êtes responsable de ces relevés bancaires que vous avez reçus, et que si vous ne les mettez pas en archive dans votre disque dur ou si vous ne les imprimez pas, on peut plus tard, vous ne pourrez plus y avoir accès et la banque s'est libérée de la corvée de garder toutes ces données parce que garder des données, ça coûte très cher, ça occupe de l'espace numérique, etc. Ensuite, vous êtes devenu un contribuable numérique. Vous avez découvert que sur la base du volontariat, vous pouviez déclarer vos impôts en ligne. Et quelques années après, on a expliqué à tous les citoyens que, puisque quelques volontaires y sont bien arrivés, vous devez tous y passer, sauf des personnes âgées quand même qui ont plaidé le non-accès au numérique et tout ça, et qui continuent encore à recevoir la demande de déclaration d'impôt à remplir par le papier. Ensuite, vous êtes citoyen usager numérique. Et ça, hélas, ça s'est construit par rapport à la CAF, par rapport à Pôle emploi, etc. Ça s'est construit aux dépens des plus précaires. Moi, j'interviens souvent dans des groupes ATD Carmonde. C'est la première chose qui revient dans les doléances des gens en difficulté. Ils n'ont pas Internet, ils n'ont pas eu la formation à Internet, ils doivent aller dans les lieux centralisés, ils ne savent pas s'en servir. Et de toute façon, les cases qu'on leur propose... Et maintenant, ce n'est plus des cases, c'est l'IA qui vous parle et qui vous demande de répondre aux questions, ne correspondent pas à la complexité de leur situation, donc ils restent en dehors de l'accès à leurs droits. Une amie au Sénat avait déposé un amendement qui disait nous allons lancer une grande campagne pour que tout le monde sache comment accéder à ses droits, puisqu'on savait qu'il y avait 30% des précaires qui ne touchaient pas les allocations auxquelles ils avaient droit. Elle s'est fait frapper son amendement par une procédure qui s'appelle l'article 40. C'est quand le gouvernement dit « vous n'avez pas le droit de faire des dépenses ». Elle dit « je ne fais pas de dépenses, c'est dans la loi qu'on a droit à la CAF et tout ça ». Et on lui a dit « si, à Bercy, ça serait une dépense supplémentaire puisqu'à Bercy, nous n'avons budgété pour ces droits sociaux qu'environ 60% des sommes parce qu'on sait que les gens ne sont pas capables de les demander. » Donc vous voyez un petit peu les biais du numérique. Voilà un exemple d'usager numérique. Alors vous n'êtes pas encore, sauf si vous êtes à l'intérieur d'un parti politique, électeur numérique.
Et avec toutes les manipulations qu'on voit en ce moment, diverses et variées sur la sphère numérique, il est bien entendu que la France, comme les autres pays, ne sont pas prêtes à passer au vote numérique de crainte d'une grande manipulation qui tordrait les résultats. Enfin, les outils numériques de sécurité reposent sur des enregistrements, des enrichissements de fichiers. Chaque fois que vous êtes mis en examen, j'espère que ça ne vous arrive pas trop souvent, mais aussi quand vous êtes pris dans une manifestation ou témoin, etc., il y a des enregistrements possibles. Alors, ils peuvent être vos données, ils peuvent être visuels, avec des captations de présence, de visage, etc. Théoriquement, les recherches visuelles en France sont interdites. Néanmoins, il y a eu une dérogation au moment des Jeux Olympiques. On a scanné tous les gens qui rentraient en disant, bon, s'il y a un terroriste ou un comportement anormal, quelqu'un qui fouille 15 fois dans son sac ou qui passe quelque chose à quelqu'un, ça déclenchait une surveillance. Alors, il y a aussi les fichiers génétiques. Ces fichages posent un problème parce qu'ils sont confiés non pas à la gendarmerie ou à la police, mais ils sont délégués à des firmes privées. Donc, avec la marchandisation de tout, on se demande toujours si demain, il n'y en a pas un qui va vendre les données de captation d'ADN à la sécurité sociale ou à des mutuelles, par exemple, pour que ça soit analysé autrement et pour voir les gens à risque et leur faire payer un petit peu plus cher leur mutuelle parce que leur ADN révélerait une faille. Si vous allez dans un tribunal et que vous voyez des gens qui s'opposent à ça, vous verrez que le procureur de la République dit non, 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 non. Ce qu'on prend, c'est de l'ADN poubelle. C'est le bout du brin d'ADN et ce n'est pas toutes les données d'une personne. Eh bien, c'est absolument faux puisqu'on s'est aperçu il y a 5 ans que l'ADN poubelle contient toutes les données de la personne. C'est d'ailleurs une dame, j'ai oublié son nom, qui est devenue prix Nobel de médecine là-dessus. Donc voilà, je ne prends pas position, je vous explique pourquoi certaines personnes refusent de façon argumentée que leur ADN contribue à des fichiers. Enfin, la CNIL, qui est un organisme d'État, veille à ce que l'utilisation de tous les fichiers, qu'il s'agisse de votre nom, de votre ADN ou de votre visage ou n'importe quoi, ne soit pas indifféremment croisable avec d'autres sources de fichiers. Et c'est le boulot de la CNIL. Elle veille aussi à ce que les récoltes de données soient faites en pleine conformité avec les libertés individuelles. Ben voilà, j'ai terminé avec tout ce que je ne vous raconterai pas, parce que le sujet, il est trop vaste, quoi. On peut pas tout faire. Alors, première connexion. Pourquoi on va d'abord parler des connexions? Il faudrait que j'appuie là-dessus. J'espère que c'est le bon. Voilà, première connexion. Parce que si on parle de citoyenneté, on parle de démocratie. Or, faire démocratie ensemble, c'est se donner des règles pour être capable de choisir comment vivre ensemble. Alors que vous le faites par vos élus, par des lois votées, etc. Mais faire démocratie, c'est se donner des règles pour choisir comment vivre ensemble. Mais choisir, c'est d'abord, première chose, s'informer. Alors, comment on s'informait dans le temps? Il y avait mon copain, il y avait le pilier de bistrot d'à côté. Jadis, dans un temps rêvé, il y avait les MJC, il y avait l'usine. Le travail n'était pas en miettes comme maintenant. Vous aviez des cohortes d'ouvriers qui se fréquentaient, qui se parlaient, etc. Et vous aviez le journal. Et puis est arrivée la télévision, dans les années 54, quelque chose comme ça, avec l'ORTF. Alors, l'ORTF était au début complètement aux ordres de l'État, etc. Et sont apparues les premières réclames. Mais les réclames, c'était les promotions d'intérêt général. Alors, les promotions d'intérêt général, je les ai notées, c'était le lait, les pruneaux et la loterie. Ça a été pendant 2-3 ans, le lait, les pruneaux, la loterie. C'était les premières promotions. Fin du ministère de l'Information en 1974, sous Valéry Giscard d'Estaing, puis arrivent les radios libres en 81 de Mitterrand. Donc vous voyez, l'étau se dessert, la diversité apparaît. On est content.
Et puis apparaissent les privatisations. Alors, privatisation apparaît Canal+, et puis c'était d'abord en 84, et puis en 87, TF1 est vendu à Bouygues. Donc vous aviez 3 chaînes, et hop, on en vend une au privé. Donc la diversification n'est plus une diversification du faisceau public. On a une diversification qui s'étend aux initiatives privées. La télévision publique, elle garde ses missions, informer, éduquer, divertir. Alors on est content parce qu'elle émancipe le citoyen, elle le rend cultivé, etc. Et là, il y a un hic, c'est qu'elle assied son budget sur la publicité. Donc, un instrument d'information qui est censé vous rendre malin, scientifique, émancipé, éduqué, repose son budget sur le shampoing qui va faire repousser les cheveux des chauves, la crème qui va donner à toutes les nanas 10 ans de moins et tout ça, et ça ne pose de problème à personne. Moi, au niveau de la culture scientifique, ça me pose quand même quelques problèmes. Et puis là, ensuite, on arrive à la télé connectée. Et là, la télé connectée, c'est quelque chose qui a beaucoup plu aux gens. On choisit ses programmes, on choisit ses chaînes, il y en a de plus en plus. On va à droite, on va à gauche, on regarde le sport, ou on écoute la musique, ou on regarde les fictions, ou on regarde les pellards sanguignolants. Mais faisant cela, on a quand même ouvert la porte à une société en miettes. Le footballeur regarde les footballeurs, le cultureux regarde les cultureux, l'amateur de séries sanguignolantes regarde les séries sanguignolantes, c'est-à-dire que chacun est rentré dans son tiroir. Et qui est-ce qui garde la possibilité d'un lieu de rencontre d'information commune? Ça reste quand même la télévision publique, la radio publique, qui fait du flux, qui est moins rigolote que les autres, parce qu'on prend ce qui arrive dans le programme. Néanmoins, ça reste un commun. Le reste, on fait son marché, ce qui n'est pas critiquable, mais c'est très libéral. Alors, tout ça, c'est pas critiquable, et d'ailleurs, ça pose aucun problème, sauf que quand vous regardez les fortunes qui s'occupent des opinions et des médias, eh ben, vous retrouvez quand même quelqu'un qui est particulièrement présent, c'est Bolloré. Et quand Bolloré déclare publiquement que son but, c'est la promotion de l'extrême droite, et qui possède tout ça, on se dit, oula, quand même, il faudrait peut-être faire attention. D'ailleurs, on a un gendarme qui s'appelle l'Arcom, qui est là pour bien vérifier que quand on donne des canaux publics d'émissions, eh bien, ces émissions, quand même, respectent certaines choses. Et par exemple, CNews n'a pas respecté, on va dire, la vérité scientifique en matière d'évolution du climat, et a même complètement nié l'évolution du climat, et elle vient de se faire taper sur les doigts par l'Arcom. Bon, 20 000 €, ça ne va pas leur coûter trop cher, mais le Conseil d'État vient néanmoins de valider cette sanction. Ça, c'est un vieux diagramme. Média français qui possède quoi? C'est pas la peine que je vous l'agrandisse, il est faux. Il a été édité par Acrimed, qui est une association de surveillance citoyenne des médias. Et cette association a fait ce travail il y a plus de 10 ans. C'est-à-dire que c'est faux maintenant. Qui possède quoi? Il y a des journaux qui ont changé de main, etc. Mais le diagramme est quand même éloquent sur le fait des ramifications absolument dans tous les sens. Ensuite, institut de sondage. Alors, se documenter, c'est aussi, quand on est un citoyen, regarder les tendances. Et vous allez voir, quand les élections arrivent, vous allez en avoir des sondages. C'est énorme. D'ailleurs, ils obéissent quand même à des règles. Néanmoins, qui est-ce qu'on retrouve 2 fois? Bolloré. Donc, il est dans votre télé, il est dans vos radios, il est dans vos journaux, et il est aussi dans vos instituts de sondage. Ce n'est pas une opinion, mais en le sachant, ça va quand même mieux quand on lit les résultats. Voilà. Deuxième point, on n'est plus à la télé, on a évolué, on va passer aux réseaux. Alors, les réseaux, c'est du meilleur au pire. Alors, je vais d'abord vous raconter une petite histoire. C'est une ébauche des réseaux
qui s'appelle Les arbres de connaissances. C'est un grand mathématicien qui s'appelle Michel Authier, qui a travaillé avec Michel Serres, qui a inventé un logiciel de mise en relation des individus au sein d'une entreprise, au sein d'un syndicat, au sein d'un quartier, etc., avec des tas de fonctionnalités. Et c'est un peu ce qu'auraient pu être les réseaux. Alors voilà ce que ça donnait. Moi, je l'ai utilisé quand j'étais en région. Il y avait une opération dans les quartiers sensibles qui s'appelait quartier d'été. Donc on avait une caravane, on avait plein d'ordinateurs, plein d'animateurs, on faisait venir des jeunes et on leur disait « Qu'est-ce que tu sais faire ?» Et comme c'était des quartiers sensibles, souvent ils nous disaient « Je sais rien faire, j'ai pas de diplôme, je sais rien faire. » Et on finissait par lui dire « Bah si, quand même, tu sais marcher, tu sais courir. » Ah bah oui. Donc la petite case marron, par exemple, on mettrait en bas « C'est marcher, c'est courir. » Et puis après, en les questionnant, bah, tu sais réparer le moteur de ta mobilette. Alors tous ceux qui savaient réparer le moteur de mobilette, par exemple, ça serait les petites traces blanches. Et on faisait compétence par compétence, un empilement des compétences du quartier, et les petits bourgeons que vous voyez tout en haut éloignés, c'était des gens qui avaient des compétences exceptionnelles, quoi. C'est faire du skate à 60 à l'heure et parle chinois. Bon, celui-là, il n'a pas rencontré beaucoup de copains. Et grâce à ce logiciel, en appuyant, on arrivait à savoir tous les savoirs communs d'un quartier, ou bien en appuyant sur le nom d'une personne qui le souhaitait, tu veux rencontrer tous les gens qui savent ce que tu sais faire, pour être dans une espèce de communauté de pratique de roller ou tout ça. Ou inversement, qui sont les gens de mon quartier qui savent faire des tas de trucs que moi je ne sais pas faire, réparer un moteur de mobilette et tout ça. Donc on avait une utilisation un petit peu idéale de cette ébauche des réseaux sociaux. Et quand on faisait ça, on avait des quartiers très particuliers. Ça, c'est un quartier de Tours. Or, ça n'a pas été préconçu comme ça, mais les 3 tours sont apparus séparés. Donc vous aviez un bloc commun, la langue, l'école où ils vont, des choses comme ça, où ils font leurs courses et tout. Et après, ça se séparait en 3 blocs qui correspondaient à 3 tours. Et hélas, ça correspondait aussi à des communautés qu'on avait un peu casées là et qui étaient très contentes de se retrouver entre eux. Ça, c'est des quartiers catastrophiques. Très peu de socles communs, énormément de divergences, et malheureusement, ces gens ne se parlaient pas beaucoup. Donc, il y avait du travail social, du travail de lien à faire qui était fondamental. Alors ça, c'est un quartier catastrophique. Là, ils se parlent, hein. Mais alors, ils savent tous faire les mêmes recettes de cuisine, ils vont tous au même endroit, ils regardent tous les mêmes émissions, et ils restent entre eux. Et il n'y a pas de diversification, il n'y a pas d'enrichissement des uns par les autres, quoi. Donc, faire société ensemble, ce but, eh ben, nous avons essayé de le travailler à fond. Alors, il y a des gens qui étaient très enthousiastes là-dessus. C'est par exemple Al Gore, qui voyait vraiment dans ces réseaux et dans le début des réseaux, genre Facebook et tout ça, l'avenir de la démocratie. Enfin, on va pouvoir se parler librement, s'enrichir mutuellement, faire société ensemble. Donc ça, c'est le moment idéal. Alors, Internet va se répandre, accès aux moteurs de recherche, les mails, Facebook en 2004, Twitter en 2006, Instagram en 2010. Et les internautes, ils veulent d'abord s'en emparer de façon ludique. Ils sont heureux de tisser des liens, rencontrer des copains, rencontrer des copines. Et puis, ils sont très, très, très heureux de se mettre en scène, hein, d'apparaître. C'est pas je suis passé à la télé, c'est regardez, je fais le singe et on me voit. Et il y a plein de gens qui me disent « Ouais, c'est génial ce que tu fais ». Il y a une espèce de plaisir narcissique. Bon, une fois qu'on le sait, ça va, quoi, c'est pas un drame. Mais quand même, il y a un grand, grand plaisir narcissique qui procure du plaisir, voire une addiction. Il y a des gens qui ne savent plus décrocher. L'ennui, c'est que les internautes, ils sont inconscients que leurs contenus sont scannés, que les publicités qu'on leur envoie sont ciblées, que les informations qui leur plaisent sont choisies,
Et ils sont nourris de tout ce qui leur plaît. C'est-à-dire que les gens d'extrême droite se renforcent en disant « nous sommes des milliers, j'ai raison et tout le monde m'applaudit ». Les gens du centre ne touchent que des informations comme ça et disent « ah bah oui, vaut mieux être ni là, là c'est nous qui avons raison ». Tout le monde se chauffe dans ses convictions et on s'éloigne peu à peu de la confrontation ou du débat avec les autres. Vous avez la télé connectée qui vous met en clan et vous avez les réseaux dont les algorithmes vous mettent en clan, alors que vous avez l'impression de choisir d'y aller. Mais peu à peu, on vous met dans une bulle, on vous enferme un petit peu. Alors, les réseaux, c'était une richesse. Tout à l'heure, on a vu la table ronde des élus. Les élus, même s'ils font des efforts de démocratie participative, vous avez quand même, par définition, une verticalité. Vous avez l'élu, et les plus vertueux se penchent vers le peuple et dialoguent avec, et puis vous avez le peuple qui a élu les élus. Vous êtes dans la verticalité. Que font les réseaux? On est dans l'horizontalité. C'est la société parle à la société. Ça pourrait être un terreau fécond, un enrichissement phénoménal. Mais malheureusement, à côté des élus, vous avez toute l'expertise d'usage avec ses plaisanteries, ses anecdotes, etc. Malheureusement, derrière, il y en a toujours qui tirent les fils, ce sont les algorithmes. C'est-à-dire que ce terreau fécond n'est pas un terreau libre. C'est un terreau cultivé par des gens que vous ne connaissez pas et qui ont fait des choix pour vous, quoi. Le tout, c'est d'en être évidemment conscient. La richesse de l'horizontalité, ça correspond à quelque chose que la France a voté dans son droit dans 3 lois pour ratifier une déclaration européenne qui s'appelle les droits culturels. Les droits culturels, c'est la reconnaissance de chacun dans son égale dignité. Tout le monde a le droit de créer, d'apporter des choses à la sphère publique, etc. Donc si ça se fait dans les réseaux, bah c'est parfait, ça serait l'idéal. Bon, c'est pas passé tout seul, hein, les droits culturels. Moi, quand je l'ai présenté au Sénat, je croyais que c'était une transcription, ça allait aller tout seul, et le gouvernement m'a dit non. Il a dit non une fois, non 2 fois, puis après on a fait une pétition dont les signataires étaient Jacques Ralit, Catherine Tasca, Robin Renucci, enfin une dizaine comme ça, et c'est fou comment le gouvernement il fait « bon, ben on va accepter », parce que voilà. Et bon, c'est bien, maintenant vous pouvez vous appuyer sur les droits culturels. Alors nos élus qu'on a entendus tout à l'heure, beaucoup, hélas, considèrent que élus, ils ont seuls la légitimité. Parce qu'on les a élus, parce qu'on est en démocratie, parce que c'est la règle. Alors, il faut aussi modérer un petit peu. Il n'y a que 66% d'électeurs parmi les habitants, moins de 60% de votants parmi les électeurs inscrits, moins de 50% d'électeurs votants représentés par des députés, ce qui nous amène à une rentabilité représentative d'environ 20%. Il y a 4 personnes sur 5 non représentées. C'est le scrutin majoritaire, c'est nos règles, etc. Mais il faut en avoir conscience. Quand vous entendez le bruit de fond des réseaux qui grognent, qui râlent, qui ceci, qui cela, eh ben, ils n'ont pas trouvé leur débouché, quoi. Ils s'y retrouvent pas. Il faut l'avoir toujours présent à l'esprit. Souvenez-vous du triomphe de Mitterrand en 1981, pour les plus âgés d'entre vous, et la Chambre rose. Les socialistes avaient une majorité écrasante. Ils représentaient 37% d'électeurs. Donc vous voyez, et le blocage qu'on a actuellement dans les assemblées, eh ben, on est arrivé à faire une équation arithmétique toxique où ils arrivent à se bloquer les uns les autres, quoi. On n'avance pas parce qu'ils ils se bloquent les uns les autres. Alors qu'ont fait les élus face à l'horizontalité des réseaux? Eh ben, les élus, ils ont tenu compte de ce qui bruisse sur les réseaux, un petit peu comme une démocratie sondagière. Puis beaucoup d'élus ont fait le choix d'exister sur les réseaux. Et là, on l'a bien entendu, ils ont pris le risque d'en prendre plein la tête.
hein, parce que là, ça s'active en toute impunité, en tout anonymat, etc. Ils ont pris le risque de la vulnérabilité, et les médias, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'ils ont suivi les comptes des élus sur les réseaux. Vous aviez des articles de presse confectionnés à partir de ce que les élus avaient mis sur les réseaux. Ils ne les contactent plus, ils passent par leur réseau. La force que peuvent donner les réseaux aux citoyens par la rapidité des opinions échangées, l'efficacité des mobilisations, a été plusieurs fois visible. Alors on va passer un petit peu à l'international. La campagne française du traité constitutionnel de 2005. Les élus croyaient que ça allait passer comme du beurre. Ils avaient pas soupçonné la force des réseaux sociaux qui se sont mis en route, qui ont développé une force incroyable pour convaincre les gens que ce traité était mauvais, et le traité, contre toute attente, n'a pas été soutenu par les gens. Deuxième chose, deuxième exemple, pour partir un peu plus loin, la révolution du jasmin 2.0 en 2011 en Tunisie, en Égypte, en Libye, en Turquie n'aurait jamais existé avec une telle force s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux. Un autre exemple, la révolution des parapluies à Hong Kong. Hong Kong allait retomber sous dominance chinoise et les gens de Hong Kong se sont réunis. Ils avaient tous des parapluies, c'est pour ça que ça s'appelle la révolution des parapluies. Et ça a fonctionné grâce au réseau, quoi. En 1 heure, ils arrivaient tous à se retrouver au même endroit, etc. Le mouvement des Gilets jaunes en France, en 2018, a énormément profité des réseaux sociaux pour donner des rendez-vous, se parler, etc. Donc ça, c'est le côté mobilisation, sans jugement de valeur, mais ça marche. Et croyez-vous qu'il va se passer ? Eh bien, le traité européen qui a été rejeté par référendum a été voté par notre Parlement. Donc c'est une reprise en main. Les régimes autoritaires, ils ont repris le pouvoir en Tunisie, etc. Les 9 membres fondateurs du réseau de Hong Kong ont été arrêtés. On n'est pas près de les revoir d'ailleurs. La Chine a modifié TikTok avec la technique du shadow banning, c'est-à-dire il n'est pas interdit de parler de Taïwan, il n'est pas interdit de parler de l'autonomie de Hong Kong, mais ça n'apparaît pas sur les réseaux. Vous avez l'impression que vous échangez, mais il y a une gomme qui passe derrière et ça ne passe pas. Enfin, les Gilets jaunes, ils sont fait durement réprimer et leurs divergences internes ont opposé des leaders éphémères et ça a fini par faire flop, alors que leurs revendications restaient entières. Et ça, c'est très intéressant si on réfléchit sur les réseaux. Ça a fait flop parce qu'ils arrivaient bien à échanger leur colère, à se donner des rendez-vous et à se chauffer mutuellement, mais ils n'avaient pas de lieu d'élaboration commune d'un projet de société partagé. Donc il y en avait qui rêvaient de tels extrêmes, il y en avait d'autres qui rêvaient de conciliation, il y en avait d'autres... et puis tout est parti en morceaux, quoi. Donc les réseaux, c'est très intéressant, mais ça a aussi des limites. Alors, on est dans les mauvaises choses. Le stade suivant, c'est celui de la manipulation politique par les algorithmes confidentiels, voire les fake news, Trump créant son propre réseau, Elon Musk rachetant X et diffusant ses idées, certains partis choisissant résolument et systématiquement ce mode de prosélytisme, ou bien, pour d'autres intérêts, le travestissement de la vérité scientifique. Valérie Masson-Delmotte est une grande climatologue. Vous la voyez quelquefois à la télé. Elle avait même été mandatée par le gouvernement pour faire une étude sur le risque à venir. Et elle perd le moral en ce moment. Elle dit c'est vraiment de la désinformation, mais c'est de l'obstruction, la diffusion permanente d'idées comme quoi, non, il fait pas si chaud que ça, d'ailleurs il a gelé, donc c'est que c'est du pipeau, le GIEC, etc., quoi. Et ça, c'est aussi le travail des réseaux. Stade ultime, c'est le déclenchement d'une tempête médiatique contre quelqu'un qui a des opinions contraires aux propriétaires du réseau ou à des activistes dans le réseau. On va prendre quelques exemples. C'est Aya Nakamura
conspué de remarques racistes après l'ouverture des JO. Ces demeurants journalistes qui mangent avec des leaders socialistes et on divulgue ce repas comme si il était allé toucher des billets de banque pour dire du bien de la sphère rose, quoi. Et il est en ce moment victime permanente de menaces, de colibés. Il a même été mis en cause par son patron de radio publique qui lui dit « Bon, faudrait peut-être t'expliquer ». Alors que toute femme ou tout homme politique sait qu'on n'arrête pas de manger avec des journalistes qui nous demandent est-ce que ceci, est-ce que cela. C'est pas, les journalistes passent leur temps à essayer de faire ça avec tout le monde, quoi. Ensuite, il y a les attaques violentes contre l'environnementaliste Cyril Dion. Alors lui, il a eu le malheur de passer dans une émission au moment de l'anniversaire des meurtres terroristes du Bataclan. Et puis on lui fait parler d'environnement et tout ça. Et il lâche, ben oui, mais quand vous voyez la couverture médiatique du nombre de morts des pesticides comparé à la couverture médiatique des attentats du Bataclan, et là c'est parti en vrille, il se fait insulter par tout le monde, vous méprisez les victimes du Bataclan, ça dure encore maintenant, hein. Et vous vous imaginez pas ce que c'est, ça ruine quelqu'un, quoi. Ça porte sur le moral. Après, il y a des gens complètement inoffensifs qui s'en prennent plein la tête. Souchon, qui répond à Fogiel, « Je ne pense pas que les Français soient assez cons pour élire quelqu'un du Front National pour diriger le pays. » Souchon, il est cloîtré. Il ne sait plus à qui adresser la parole. Il se prend des crachats dans la figure. Et la sphère des réseaux le harcèle. Alors, comme disait un élu tout à l'heure, j'interdis à ma famille de me raconter tout ce qu'on dit de mal sur moi. Hein, c'est utile aussi. Moi, quand j'étais présidente de région en 92, il n'y avait pas les réseaux. Hein. Et un jour, un journaliste m'a dit « Et alors, vous n'êtes pas victime de courriers haineux, tout ça ?» Parce que j'étais présidente sans majorité, hein, et représentais les écologistes qui représentaient 8 sur 113. Hein. Bon. Et je réponds aux journalistes, non, j'ai jamais de courrier haineux. Et une semaine après, les gens de mon cabinet m'ont dit, mais Marie, ça fait longtemps qu'on les lit avant toi et qu'on met tout à la poubelle, t'en chies suffisamment, c'est pas la peine que tu te sapes le moral avec ces choses-là, quoi. Ce qu'il y a, c'est que les élus, eux, ils se le prennent au travers des réseaux. Et le dernier en date, c'est Samuel Etienne. Alors, le gentil animateur des jeux pour les vieux, là, avec des lettres, des chiffres, tout ça. Eh ben, il a dit, je sais pas où, le RN est un parti d'extrême droite fondé par des néo-nazis et des collabos. Il le paye très, très cher. Il est harcelé de partout. Et le dernier événement, qui n'est pas du harcèlement médiatique, mais qui montre le climat quand même. C'est une commission d'enquête qui a été lancée sur l'audiovisuel public, et je peux vous dire que le rapporteur qui a lancé cette commission d'enquête ne le fait pas pour améliorer notre service public. Il le fait pour démontrer que le service public est vendu à la gauche et qu'en conséquence, il faut arrêter, il faut tout privatiser, quoi. Donc voilà le climat. Alors, dernière option qui vous reste, c'est de rester libre. Et si vous voulez rester libre, il faut savoir. Il ne faut pas être dupe. Il faut savoir que ce qui vous parvient dans un réseau a été choisi par d'autres, via l'algorithme. Donc vous avez l'impression que une information vous tombe, tout ça, ça a été choisi par d'autres. En général, l'algorithme choisit ce qui vous plaît, donc ça tombe bien. Vous militez à l'Est, et vous recevez des trucs de l'Est, tout ça. Mais néanmoins, ce n'est pas vous qui avez choisi ce que vous regardez. Hein. Savoir que ce que vous publiez devient public. Vous avez tous voulu continuer, parce que vous êtes âgés, donc il doit y en avoir, comme moi, il doit y en avoir plein sur Facebook. Vous avez tous accepté que tout ce que vous publiez, y compris les images, appartiennent désormais à Facebook. Si vous retrouvez le joli visage de votre petit-fils à 1 an devant le lait maternisé de Blédina sur des affiches 4x3, vous n'aurez rien à dire. Tout ce que vous mettez sur Facebook appartient à Facebook. Savoir que votre réseau d'amis est public.
Et vous avez vu les films sur la résistance en 40, les gens qui se cachent et tout ça, qui vont se réfugier chez un lointain cousin ou chez un ami de vacances et tout ça, et qui arrivent à faire tenir le réseau et à cacher des gens, enfants juifs chez un tel ou chez un tel. Vous vous voyez avec votre réseau là? S'il y avait un gouvernement fasciste, il appuie sur le bouton, il a tous les gens chez qui vous êtes susceptibles d'aller. Donc, nous nous sommes mis dans une position de vulnérabilité. Il va falloir inventer quelques parades. Savoir bien sûr que les réseaux sont truffés de fake news fantaisistes ou polémistes, qui hélas sont partagées si elles sont sensationnelles. Je pense à Brigitte Macron récemment, la malheureuse. Je pense à l'IA, mise au service des charlatans, qui, elle, accentue la prolifération de clichés. Macron ramassant les poubelles, le pape en doudoune pour aller visiter le pôle Nord. Enfin, alors, une remarque, les plus de 65 ans partagent 7 fois plus de fake news que les moins de 30 ans. Il faut l'avoir présent à l'esprit. Hein. Donc, face aux fake news, avoir les bons réflexes, se poser la question d'où vient cette info, avant de diffuser, attendre 10 secondes avant de transférer quoi que ce soit. C'est la règle au Québec, vous comptez jusqu'à 10 avant de vous dire est-ce que je transfère. Se poser les 5 W, why, what, who, when, where, pourquoi, quoi, qui, quand, où. Déjà, quand vous aurez répondu à tout ça, ça ira mieux. Sensibiliser maintenant les adultes et dès l'école les plus jeunes avec l'éducation aux médias et à l'information. Elle figure dans les programmes de 5e, 4e, 3e, mais l'éducation aux médias est cachée dans l'éducation morale et civique. Et l'éducation morale et civique, c'est seulement 1 heure par semaine. Donc, on recommande de faire 18 heures de diverses activités. Autant dire qu'il y a plein de collégiens qui n'ont pas d'éducation aux médias alors qu'on les balance là-dedans. Protéger, bien sûr, les enfants des harceleurs, des contenus violents, pornographiques, des prédateurs pédophiles, oui. Faire de l'éducation, apprendre les logiciels, encadrer les réseaux, c'est difficile car ils sont internationaux. Et puis, il y a toujours les limites entre la protection de la vie privée et la surveillance de la cybercriminalité. Former des citoyens intellectuellement robustes, et là je reviens au shampoing qui fait repousser les cheveux des chauves. Au-delà de cette plaisanterie, il y a quand même la destruction méthodique depuis l'époque, on va dire Malraux, Jacques Lang, Chevènement, destruction méthodique en France de la culture scientifique. La culture scientifique est ruinée en France. J'ai fait un rapport en 2001, il y avait déjà 99% des sous qui allaient en Île-de-France. Bonjour pour les gens qui habitent en province, hein, vous pouvez rester à Betty. Il y avait la fête de la science. 1 fois par an, on avait le droit d'être un peu plus malin. Tous les sous qui allaient en Île-de-France allaient à l'institution du Muséum de la Cité des Sciences et du Palais de la Découverte. Le Palais de la Découverte, c'était plutôt des profs et de la pédagogie. La Cité des Sciences, c'était plutôt paillettes et strass et attiré avec des trucs intéressants. Le Muséum, il était plutôt sur l'environnement. Et puis, on a fusionné en Universcience le Palais de la Découverte et la Cité des Sciences, aux grands dépens du Palais de la Découverte qu'on a étranglé. Et puis maintenant, le Palais de la Découverte, il est dans un grand ensemble architectural qui s'appelle le Grand Palais, où il est beaucoup plus intéressant de faire des défilés de mode, ou des présentations de Bugatti, ou bien des cirques exceptionnels à paillettes et tout ça. Et on est en train de grignoter les mètres carrés du Palais de la Découverte et d'essayer de le faire disparaître. Quant à la culture scientifique en classe, la rigueur, la raison, le raisonnement scientifique, c'est plus trop à l'ordre du jour. D'ailleurs, les terminales qui choisissent de ne pas s'orienter dans certaines sections voient disparaître de leur programme la physique, les sciences naturelles. Quelle importance ça peut avoir les sciences naturelles alors que 77% des vertébrés ont disparu et qu'on en fait partie?
on pourrait peut-être être un petit peu inquiet. Mais non, on arrête aussi les sciences naturelles. Donc je termine avec ce plaidoyer là-dessus. Et si vous n'êtes pas convaincu, 27% des 18-25 ans contestent l'évolution darwinienne. Aux USA, le financement de certaines universités interdit l'enseignement de Darwin. Le fait que nos agences sanitaires ne font pas d'expérience mais étudie toutes les publications faites sur le sujet, a conduit certaines firmes, tabac, amiante, pesticides, à financer des experts pour qu'ils rendent des expertises qui disent que tel pesticide n'est pas dangereux. Et comme nos agences travaillent sur tout ce qui est publié, le mélange de c'est dangereux et c'est pas dangereux, ça aboutit à une conclusion auprès du ministre. Ah, on ne sait pas, donc on va le garder. Donc voilà, c'est quand même important. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous ai mis des ressources et on ne va pas les lire ensemble. C'est quelques ressources. C'est des sites de médias qui permettent de vérifier une information. C'est quelques films intéressants. C'est quelques livres intéressants comme La fabrique du mensonge de Stéphane Foucart avec les faux experts. Et les films, c'est des mauvais films que je vous ai mis là, mais ils sont intéressants. The Beekeeper, c'est un truc de muscles et de testostérone, mais dans ce film, le grand sauveur musclé qui veut défendre une apicultrice s'aperçoit qu'il y a des fermes d'appels téléphoniques pour suggérer à une dame X que son compte a été piraté, qu'il faut qu'elle donne son numéro de carte bleue, etc. Moi, je savais que ça existait. Je ne savais pas qu'il y avait des fermes de 100 personnes alignées avec des managers qui félicitent les ouvriers en disant « ça y est, t'en as eu 2 aujourd'hui ». Donc ça, c'est quand même intéressant. Et autre série, La fièvre, qui est passée, je crois, sur Canal+. Dans cette série, 2 femmes s'affrontent et essayent d'emporter l'opinion de leur côté. Et l'une d'elles, à un moment, finance un opérateur pour qu'il envoie des mails partout, des amis sur Facebook, des amis sur WhatsApp, pour détruire l'opinion de l'autre. Et ça existe. Voilà. C'est tout. Bravo.